écologique. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Est-ce que c'est mieux obligatoire pour vous le micro? Non. Est-ce que vous m'entendez sans micro? C'est très facile, je trouve. Ah, you're recording. Ok. Bon. Alors, désolée, je vais parler autrement. Donc, je suis Muriel Barnéou, je dirige l'engagement sociétal du groupe La Poste, postière depuis très très longtemps. Moi, je dis vieille postière, mon président dit non, postière d'expérience, mais enfin, ça revient à peu près au même. Et avant de diriger l'engagement sociétal du groupe, je dirigeais DocaPost, qui est sa filiale digitale. Et puis, j'ai été aussi directeur industriel et j'ai notamment porté de très, très grosses réorganisations, restructurations, on peut dire un changement de siècle pour le process industriel du groupe. Quelque chose qui est assez peu connu du grand public parce que le succès de ces opérations, c'est que justement, elles ne soient pas connues. Si elles sont connues, ça veut dire que ça se passe mal parce que ça se passe dans la rue. Et donc, ce n'est pas évidemment un indicateur de réussite. Moi, je suis ici pour vous. Donc, je vais vous parler un petit peu de La Poste, mais j'aurai surtout besoin que vous me questionniez de manière à ce que je nourrisse vos attentes et puis que vous me nourrissiez aussi, notamment de certains sujets sur lesquels on peut achoper, des difficultés et des controverses. Donc, je vais vous parler de l'entreprise à mission. Et avant de mettre l'accent sur l'entreprise à mission, vous raconter un petit peu d'où l'on vient, parce qu'au fond, cette histoire d'entreprise à mission n'est pas hors sol, et elle s'inscrit dans un process, dans une histoire. Alors, je ne vais pas vous faire 500 ans d'histoire, mais on pourrait parler de 500 ans d'histoire. J'aime bien le dire comme ça fait 500 ans qu'on fait de l'intérêt général. La Poste, elle a été fondée pour ça. Elle a été fondée pour fabriquer la société française, pour fabriquer le territoire. Au départ, c'était pour mettre en relation des gens qui ne pouvaient pas être mis en relation autrement qu'avec du courrier ou qui ne pouvaient pas accéder aux informations démocratiques autrement qu'avec la presse, à une époque où la presse écrite était le moyen de s'informer et d'être informé. Et donc, ce point-là est important parce qu'en fait, on a quelque chose de très fort en termes d'ADN dans la manière dont on va exercer nos activités et qu'on se transmet, je ne sais pas très bien comment, à vrai dire, de génération en génération. C'est une espèce de mythe ou une espèce d'héritage collectif qui fait qu'on peut rentrer dans le groupe par hasard, mais on n'y reste pas par hasard et on y reste très imprégné de l'ensemble de ces valeurs. Ce qui explique que lorsque je prends la direction de ce qu'on va appeler l'engagement sociétal et pas notre politique RSE, on hérite de fait de tout ça. Tiens, on ne s'est pas dit un jour, faudrait qu'on fasse un truc pour la planète, ou il faudrait qu'on fasse un truc pour les communs ou les biens communs. On hérite de ces missions de service public et de ce souci de l'intérêt général. Et de fait aussi, et c'est important dans notre histoire d'entreprise à mission, on fait déjà beaucoup de choses. Donc ça n'a pas démarré il y a 3 mois, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans. Ce sont des mouvements qui sont à l'œuvre chez nous depuis extrêmement longtemps. On a décidé en 2010 qu'un jour on serait carbone neutre. Lorsqu'on l'a décidé en 2010, ça peut paraître une évidence aujourd'hui. Quand on le décide en 2010, peu comprennent, et on ne sait pas tout à fait d'ailleurs nous-mêmes, comment on sera un jour carbone neutre, mais on le positionne comme une ambition. À partir de, deuxième grande caractéristique que je veux partager avec vous, à partir d'une conviction forte, là aussi elle fait sourire aujourd'hui, mais je peux vous assurer que à cette époque-là, moi j'étais directeur industriel et on n'était pas du tout suivis, à partir d'une conviction forte qui était qu'un jour les villes allaient se fermer aux transports polluants et que nous allions avoir de grandes difficultés à exercer notre métier de logisticien. La Poste, c'est aujourd'hui peut-être une des entreprises les mieux connues et les moins bien connues, au moins en France. C'est 34,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 240 000 personnes, 10 000 bâtiments,
plus de 40 pays. La moitié de notre chiffre d'affaires est à l'international. Et nous avons une largeur de gamme en matière d'offres qui va d'un bancassureur, ce qu'en général on connaît plutôt bien, puisqu'elle est orientée grand public, qui est devenu un grand assureur puisqu'on a on a fait une OPA sur CNP il y a quelques mois, jusqu'à un métier de logisticien. Cette logistique, elle est fine et du premier et du dernier kilomètre avec les facteurs, ce qu'on connaît aussi, mais elle se fait aussi avec des marques à l'international comme DPD. DPD qui est notre marque sur l'ensemble du monde, donc jusqu'en Asie, et qui est exercée par Chronopost sur le territoire national. On a conservé cette marque. En passant par donc, un grand bancassureur, un grand logisticien, on est en général deuxième, troisième, parfois premier dans tous les pays que l'on opère, par aussi un acteur du service, puisque depuis très longtemps, nos réseaux physiques, qu'ils soient bureaux de poste ou facteurs, délivrent du service à l'ensemble de la population. Et ces services ont même évolué jusqu'à des choses qui concernent des diags énergétiques, qui concernent de la visite de personnes isolées, qui élargissent largement notre gamme. Donc, ce 2010, qui est le moment où on va s'intéresser à la question de notre impact GES, là on est vraiment sur le sujet des GES, s'ancre dans cette conviction que nous n'allons pas pouvoir continuer notre métier de logisticien sans faire évoluer notre manière de produire, parce que sinon nous allons être handicapés pour ça. Et on commence avec un premier sujet qui est: il nous faut donc décarboner notre outil de production, donc mesurer nos impacts, évidemment, en allant jusqu'au scope 3, puisqu'on intègre dans notre démarche les scopes 1, 2 et 3, l'ensemble de nos sous-traitants, pour l'ensemble du monde, et réduire nos émissions. Dans cette réduction de nos émissions, nous allons notamment nous équiper de ce qui va devenir la première flotte à la route en véhicules utilitaires, qui est notre flotte de voitures électriques, nos 4 roues. Et petit à petit, nous allons tout électrifier. Nos 2 roues, nos 3 roues, que nous concevons même d'une manière ad hoc, nos 4 roues. Et nous arrivons en butée, là, maintenant, pour tout ce qui va concerner le transport longue distance. Ce transport longue distance pour lequel nous avons besoin de camions, non pas électriques, parce que sinon on va mettre à la route des camions qui vont ne faire que transporter des batteries, compte tenu de leur taille et de la puissance nécessaire. Et donc nous attendons vivement l'hydrogène, et nous passerons sans doute par le biogaz, qui fait l'objet d'une des controverses. Donc si vous avez des solutions là-dessus, je veux bien, puisque le biogaz présente le gros inconvénient de ne pas être très biodiversité, ou en tout cas de préempter des terres agricoles pour des besoins énergétiques. Donc tout ça pour vous dire que quand on crée cette fonction de directeur de l'engagement sociétal, on choisit ce mot d'engagement sociétal à raison. Pas politique RSE, mais engagement sociétal, parce qu'il s'ancre dans cette idée d'avoir un impact transformant pour la société. Encore sur notre épopée des voitures électriques, pourquoi transformant pour la société ? Parce qu'au fond, dans ce cheminement qui nous amène à réfléchir à notre raison d'être, on en vient à se dire, finalement, ce que l'on sait faire depuis 500 ans, c'est porter les transformations de la société avec un ADN particulier qui est celui de l'universalité, c'est-à-dire dans un monde où on va veiller à ce que tout le monde en bénéficie, riches, pauvres, ville, campagne, cœur de ville, périphérie de ville, et d'une manière qui soit la manière au départ égalitaire et aujourd'hui plutôt équitable, hein, mais on est toujours dans cet ADN
qui nous fondent. On va le retrouver dans la manière dont on va gérer notre décarbonation et notre électrification du parc automobile, enfin de notre flotte d'entreprise. On avait une taille suffisante. Alors le système était bloqué. Nous n'avions pas d'offres, et nous n'avions pas d'offres parce qu'il n'y avait pas de demande. C'est-à-dire que les industriels attendaient à ce moment-là d'avoir des commandes en volume industriel, et pour faire des commandes, les clients, ils attendaient d'avoir des prix d'industriels. Donc on pouvait s'attendre longtemps. Et au milieu de ça, l'État bonusait à ce moment-là, non pas les flottes d'entreprises, mais le véhicule de tourisme, n'ayant pas compris que la voiture électrique... Je suis désolée pour les plus jeunes d'entre nous, parce que ça paraît une évidence, mais je peux vous assurer que la voiture électrique, à cette époque-là, c'était vraiment pas une évidence. Et le nombre de sourires narquois que j'ai eu de la part de très grands patrons de l'industrie automobile sont innombrables. Heureusement que mon président était avec moi, parce que je vous assure qu'on était vraiment prises avec ma collaboratrice pour de douces rêveuses. Et donc l'État bonusait les voitures individuelles de tourisme, mais n'avait pas compris que la chose allait démarrer par les voitures de flotte pour des questions de recharge. C'est pour avoir une voiture électrique, il faut pouvoir la recharger, et que c'est très compliqué s'il n'y a pas de borne de recharge, et donc les gens n'en achetaient pas. Donc on aurait pu faire ça, c'est pour vous illustrer cette idée de transformant et de bien commun. On aurait pu avoir, on avait les volumes, une commande avec un accord secret avec un industriel, et puis en faire un élément de compétitivité et d'avantage compétitif qu'on gardait pour nous. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on a décidé de faire. Ce qu'on a voulu faire avec mon président de l'époque, Jean-Paul Bailly, ça a été d'embarquer avec nous l'ensemble des corporates qui étaient intéressés, qui avaient des flottes d'entreprises et dont la décarbonation était pertinente et que ça intéressait. Et on a monté comme ça un groupement d'achat d'une 20aine d'entreprises concurrentes, certaines avec nous, certaines entre elles, de manière à pouvoir faire masse et faire en sorte que les industriels puissent adosser à un niveau de commande qui soit de nature à les faire démarrer, à faire amorcer le système. Et par ailleurs, puisqu'on est dans des univers très écosystémiques, on est allé expliquer à l'État qu'il fallait aussi bonusser les flottes d'entreprises de manière à débloquer le système. On ne le sait pas beaucoup et ça n'a aucune importance, mais si aujourd'hui on a encore des constructeurs français sur le sujet de la voiture électrique en France, les postiers n'y sont pas pour rien, et c'est très bien comme ça. Et l'objet ici n'est pas de tresser des lauriers à qui que ce soit, mais d'illustrer la manière dont on va chercher à avoir de l'impact pour l'ensemble de la société. Ce qui va poser notre politique d'engagement sociétal sur 3 niveaux d'intensité. Évidemment, le sujet de la compliance, dont moi je ne m'occupe absolument pas, parce qu'elle ne se discute pas, et donc elle fait partie des corps de contrôle de la maison. L'exemplarité, elle est posée par le devoir du leader, hein, c'est-à-dire lorsque nous décidons d'être carbone neutre, on embarque avec nous tous nos concurrents sur le sujet. Et aujourd'hui, on est très fiers de voir de grands concurrents, eux aussi, revendiquer ou en tout cas se poser la question du net zéro, voire de la neutralité carbone. Y compris un concurrent qui commence par A et qui finit par N. Si vous ne l'avez pas identifié, évidemment, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, au-delà de cette exemplarité, on va chercher à être transformant. Transformant, ça veut dire faire bouger les lignes, faire bouger l'écosystème et amener à l'écosystème une contribution qui en change la nature. Ce qui va nous pousser à être assez sélectifs sur les causes que l'on retient. Si on se positionne par rapport aux ODD, on ne coche pas, nous, tous les ODD. En tout cas, pas avec la même intensité. On en coche 14 sur les 17, mais nous ne sommes pas activés de la même manière sur les 14, parce que justement, ce niveau d'intensité, ce niveau transformant, nous ne pouvons pas le tenir sur l'ensemble des problématiques du monde. Nous en avons donc choisi 4 qui sont des problématiques, des transformations qui nous traversent et qui nous font nous-mêmes souffrir. Hein. C'est-à-dire qu'elles nous concernent dans notre business et dans l'exercice de notre activité. Et nous pensons que, du coup, nous sommes aussi, pour une part, acteurs de la solution
qui peut être apporté ou du pas qui peut être fait vers la gestion de ces transitions. Donc c'est pas rocket science, hein, il y en a 4. Transition écologique, je vous ai raconté l'histoire du logisticien. Vous pouvez le positionner de la même manière sur l'histoire du banquier, hein. Ça vaut exactement de la même façon. Transition territoriale, au sens des fractures territoriales. Je vous l'ai dit tout de suite, ce qui nous a fondé, c'est faire territoire, faire société. Et la fracture territoriale est pour nous un vrai problème, un vrai sujet, y compris d'unité pour l'ensemble du groupe. Transition démographique, pour ne pas dire pudiquement vieillissement de la population, qui pose la question de, bien sûr, la solidarité intergénérationnelle, et où nous pensons nous-mêmes pouvoir être un des acteurs sur un certain nombre des composantes de cette transition démographique. Je vous ai parlé de nos solutions ou nos propositions, nos services de visite des personnes isolées, mais vous pouvez le mettre en portage de repas, vous pourrez mettre dans les résidences seniors où nous transformons notre parc immobilier en résidence senior sur certains lieux. Et puis enfin, la quatrième, qui est peut-être un peu la plus iconoclaste quand on pense à la Poste, qui est la transition numérique. Pourquoi la plus iconoclaste ? Parce qu'on ne nous voit pas trop là-dessus en général. Nous, on s'y voit bien, c'est déjà celui qui nous fait mourir, hein. Ce que je ne vous ai pas dit en préliminaire, c'est que si nous nous transformons avec cette vitesse-là, c'est juste pour une question de mortalité. Ce qui nous fait nous transformer, c'est la mort, parce que l'entreprise peut disparaître. Et c'est pour ça qu'elle mute. Il ne faut pas que la dose soit inhibante, mais il y a une conscience très forte de l'ensemble de la maison, hein, depuis ceux qui font la Poste et que vous voyez dans la rue tous les jours jusqu'aux étages à moquette épaisse, comme je les appelle, de cette mortalité. Et c'est celle qui est à l'origine de ces transformations que l'on porte et que vous voyez d'ailleurs, enfin en tout cas je l'espère, dans un certain nombre de lieux que vous venez visiter avec grand plaisir, comme nos bureaux, ou dans la manière dont nos facteurs interagissent avec vous. Et donc cette transition numérique, elle est ce qui nous tue, à savoir, elle est à l'origine de la disparition du courrier, ce qui nous a fondés. Et en fait, nous, on s'est dit, finalement, la confiance qu'on nous accorde dans le monde physique, si on la portait dans l'univers digital, alors là aussi, pardon pour les plus jeunes d'entre nous, ça paraissait un petit peu waouh à ce moment-là, puisqu'on est à l'époque d'un Far West d'échanges débridés où on aime tout raconter ce que l'on fait et poster tout ce que l'on fait. Et nous, on se dit, un jour, le digital va atteindre des éléments de transaction ou d'échange dont on ne voudra pas forcément qu'ils soient publics. Et est-ce que nous n'aurions pas, nous, une valeur à apporter à justement ces échanges digitaux de confiance? Alors je parle de quoi? De données de santé, de données contractuelles, de relations clients-fournisseurs, de factures, enfin de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir postées sur tous les murs. Et donc on va avoir cette audace de dire, eh bien, est-ce que nous ne pourrions pas, nous, être un acteur d'un numérique inclusif, frugal et éthique? Et ça a marché. Ça a marché d'abord vis-à-vis du BI, et on est aujourd'hui le premier hébergeur de données de santé en France. Vous serez peut-être content de savoir que l'ensemble de vos ordonnances, qui sont toutes digitalisées, sont gérées dans les coffres, sur les plateformes de la Poste. Et au fond, nous sommes payés pour ne pas commercialiser les données que nous gérons. Hein, c'est ça notre engagement. Et ça commence à marcher dans l'univers du SI, du consommateur final, avec des solutions par exemple comme DigiPost, que vous connaissez peut-être, hein, qui équipe aujourd'hui 7 millions de Français. C'est notre vieille boîte à chaussures de tous nos documents, mais pas sous un format papier, sous un format digital, et que vous retrouvez en permanence avec vous et dont vous êtes le seul gestionnaire et dont on vous garantit bien sûr que personne n'y a accès, et nous ne les donnons ou nous ne les vendons à personne. C'est notre sujet du digital
d'empowerment et d'un digital responsable au sens large. Quand je vous ai parlé de tout ça, je vous ai décrit en fait 3 focales avec lesquelles on va traiter notre politique RSE. D'abord, nos propres impacts. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si on ne prend pas le risque de embarquer nos clients et poser dans nos offres ce que nous revendiquons, parce que nous devons proposer des alternatives aux solutions existantes auxquelles on pense qu'elles ne sont pas forcément totalement vertueuses. Donc, notre propre impact, la manière dont on va embarquer nos clients et poser des offres qui correspondent à nos valeurs et à ce que l'on croit, qui est une forme de prise de risque, et puis la manière dont on va entraîner notre écosystème avec nous. Arrive du coup la question de entreprise à mission, on le fait, on le fait pas. Donc on a une politique RSE. La raison d'être, la chose est assez naturelle et on se lance dans une grande consultation. Ça, c'est un sujet dont je vous parlerai si ça vous intéresse, mais je vais rester très courte là-dessus. Sur la partie governance de ESG, on a l'habitude d'une association assez large des parties prenantes, au moins les collectivités territoriales, les gens et les collaborateurs. Et depuis très longtemps, depuis Jean-Paul Bailly, on a une démarche de plan stratégique très ouvert et très consultatif. Et donc, quand on monte notre plan stratégique, on a en général entre 160 et 170 000 contributions qui nous reviennent d'un peu tout le monde. Vous avez plusieurs milliers d'ailleurs je dirais de la société civile, hein, d'une partie prenante qui ne sont pas les salariés. Et nous profitons de ce plan stratégique 2020-2030 et de cette consultation pour consulter sur notre raison d'être. Donc la raison d'être, elle sort assez spontanément et on l'inscrit dans les statuts assez spontanément. Se pose alors la question de société à mission ou pas société à mission. Pourquoi la question se pose ? Parce qu'en fait, depuis maintenant plus de 10 ans, depuis que nous avons changé de statut, depuis qu'on est devenu société anonyme, nous avons dans nos statuts la description de nos 4 missions de service public, puisque nous sommes délégataires de 4 missions de service public. Le transport du courrier, en tout point du territoire, 6 jours sur 7. La distribution et l'acheminement de la presse, je vous disais tout à l'heure, hein, là on s'ancre vraiment dans ce qui nous a fondés. L'accessibilité bancaire, c'est ce que les banquiers nous ont laissé royalement lorsqu'on a pris le statut de banque. Hein. Ils ont dit « Ok, mais vous prenez l'accessibilité bancaire ». Et on a dit « On le fait déjà, donc et on est super fiers de le faire ». C'est 1,5 million de Français. Hein. C'est pas petit, hein. C'est 1,5 million de Français pour qui le livret A est un porte-monnaie. Ça veut dire ça, hein, c'est des avoirs à 10, 20 euros. Hein. Et évidemment que personne ne veut dans ces livres. Hein. Voilà. Et puis la quatrième, qui est l'aménagement du territoire, qui nous impose un certain nombre un niveau d'intensité de présence dans l'ensemble des territoires. Et la question qui se pose alors, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà une entreprise à mission nativement ? Ou est-ce qu'au contraire, on ne l'est pas tout à fait ? Et c'est la deuxième proposition qui l'emporte. On y réfléchit beaucoup avec l'école des mines, avec les équipes Armand Hatchuel, Blanche Ségrastin, Kevin Levillain, qui nous accompagnent dans cette réflexion. Et on se rend compte que finalement, quand on est attributaire d'une mission de service public, on n'est pas totalement maître de la mission. Au fond, le propriétaire de la mission, c'est celui qui la commande, qui la définit. En l'espèce, c'est l'État, la collectivité. C'est pas nous, c'est pas la Poste. Et donc, on ne l'est pas tout à fait, et on va décider de le devenir à ce moment-là, avec cette idée de, embarquons plus large, c'est-à-dire embarquons dans nos engagements d'entreprise à mission, évidemment nos missions de service public, mais dans 4 engagements qui sont plus grands que ça, qui vont porter sur nos 4 grandes transitions. Et surtout, faisons-le, et c'est ça que la société à mission nous amène, dans une temporalité qui enjambe la temporalité humaine.
C'est-à-dire que les engagements que nous prenons ne sont pas à l'aplomb d'un plan stratégique, ni même à l'aplomb d'un mandat présidentiel. Les engagements que nous prenons, ce sont des engagements inscrits dans nos statuts et qui nous projettent dans une temporalité qui, à date en tout cas, n'a pas de fin. Et qui du coup inscrit à la fois notre héritage, ce que je vous ai décrit, mais ce que nous proposons pour la société, la manière dont nous voulons contribuer à la société. Donc on va parler d'accélération des transitions écologiques pour tous, de la promotion d'un numérique éthique, inclusif et frugal, de la lutte pour la cohésion sociale et de l'investissement pour le développement et la cohésion territoriale. Et c'est comme ça que nous enjambons et que nous projetons nos engagements de société à mission. Après, je m'arrête et vous me posez des questions parce que je ne sais pas si je vous nourris, si je suis à côté, si ça suscite des réactions. Évidemment, dans ce statut, et c'est aussi quelque chose de très important pour nous, elle fait un mouvement assez important en matière de gouvernance. Puisque à l'aplomb d'une société à mission, vous installez un comité de mission. Indépendant de la gouvernance traditionnelle, il est indépendant du conseil d'administration. Il est tourné vers le management, c'est-à-dire il rend un avis au management, un avis public sur le fait qu'on est bien en train ou pas d'exercer nos engagements et de remplir notre mission. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le shift, le mouvement que l'on fait, puisque on va faire rentrer des parties prenantes totalement indépendantes dans la gouvernance et qui s'engagent dans leur crédibilité lorsqu'elles signent le fait que, oui ou non, nous sommes bien en train de dérouler nos engagements. Moi et mon président, on les a voulus très indépendants. Donc ce sont à la fois des personnalités, des experts dans leur domaine. Et le parti pris que nous avons dans ce comité de mission est de mesurer l'impact. C'est-à-dire que le conseil d'administration est plutôt en charge de ce qui va être la mesure de la performance, c'est-à-dire la manière dont on est performant, y compris sur des sujets extra-financiers, typiquement nos émissions de GES, typiquement le respect de notre trajectoire 1,5 degré. D'accord ? C'est la manière dont on est performant. Le comité de mission, nous, on voudrait le centrer sur l'impact que l'on a pour la société. À quoi on sert, en quoi on est utile. Donc plutôt, par exemple, si on reste sur les GES évités. On a pris des engagements et on est très actif en matière d'inclusion numérique. Le conseil d'administration regarde le nombre de personnes que l'on touche en inclusion numérique. Le comité de mission va regarder la valeur créée pour la société. Quelqu'un que vous incluez dans le numérique, quelqu'un qui est exclu du numérique et quelqu'un qui coûte très très cher à la société. Et donc ce positionnement d'impact nous permet d'aller révéler une création de valeur qu'on ne voit évidemment pas lorsqu'on le prend du côté de nos comptes, quand bien même on élargirait à des univers de compta triple capital ou divers. Bon, alors posez-moi des questions parce que j'essaie de lire vos visages pour savoir si je suis à côté ou pas. Oui, je vous en prie. On a, si c'est ça votre question, en émanation du conseil d'administration, on a les comités ad hoc classiques, je dirais obligatoires, comité de nomination, enfin nomination, audit, stratégique et, oui, une spécificité, là aussi, Jean-Paul, il y a très longtemps, un comité qualité et développement durable, donc qui lui va suivre particulièrement, et qui le suit du coup depuis très longtemps, nos performances en matière d'impact développement durable. Donc GES beaucoup, on commence à rentrer la question des ressources, de la biodiversité, notre impact social pour nos collaborateurs. Oui.
classique qui indiquait que c'est votre groupe qui organise le vote des Français de l'étranger avec un système numérique qui serait peut-être utile de transposer dans notre pays. Ça permettrait peut-être de remobiliser un peu les troupes au moment des élections. C'est un grand débat de savoir si le modèle les moyens de voter est un sujet de lutte contre l'abstention ou pas. Oui, en fait, DocaPost est un des grands organisateurs. On est sur ce numérique de confiance, hein, c'est toujours la même chose. Hein, et donc, quand on a fait ce mouvement, avec les équipes, on a beaucoup développé le vote électronique. Qui est très déployé dans des univers comme le vote consulaire, comme les assemblées générales, souvent aussi les CE, tous ces sujets-là, mais peu encore dans le vote politique. Donc on fait quelques primaires. C'est compliqué. Moi, quand j'étais présidente, j'étais très réservée parce que c'est toujours très compliqué. Hein. Mais oui, nous avons aujourd'hui la capacité à organiser des votes politiques et des votes de représentation et de la représentation nationale. Oui. Oui. Ah, c'est déjà fini. D'accord, ok, parfait. Bon, super. Je suis désolée, alors vous le poserez la question après. Oui.